Un Boeing 747 plonge vers l'océan Pacifique. Les passagers bondissaient de leur siège. Plus personne ne maîtrisait l'appareil. Il allait s'écraser. Le vol 6 de China Airlines fait un plongeon de 10 km en 2 minutes. L'avion se désintègre en se précipitant vers l'océan. J'ai fermé les yeux, j'étais convaincu que j'allais mourir. Altitude, 15,000 feet. 12,000 feet. 10,000 feet. Emergency, emergency. Le 19 février 1985, un vol de China Airlines survole l'océan Pacifique à 12 000 mètres d'altitude, en direction de Los Angeles. L'aube se lèvera sous peu. Pour les passagers et l'équipage, il fait nuit. Les deux membres de l'équipage de relève veillent sur l'appareil qui survole l'océan grâce au pilote automatique. Le reste de l'équipage profite de quelques heures de sommeil afin d'être en forme pour l'atterrissage. Mais Mi Myung-ho, le commandant de bord, n'arrive pas à s'endormir. Good morning, gentlemen. Il regagne son poste avant l'heure prévue. Thought I'd keep you company. Le commandant de bord n'est pas le seul à passer une nuit blanche. Sexan Canio et son meilleur ami Alex Knoll célèbrent une occasion spéciale. Sexan fête son 30e anniversaire. Mon anniversaire a duré longtemps. Je gagnais 12 heures en retournant à Los Angeles. Alors, on buvait du champagne à plus de 12 000 mètres d'altitude. Bien peu de gens ont cette chance. Bill Peacock, assis en première classe, a parcouru le monde entier comme employé du gouvernement américain. C'était un vol bien ordinaire. J'étais assis confortablement en première classe. J'ai lu un peu, puis je me suis endormi. L'avion approche de la Californie. Good morning, ladies and gentlemen. We will shortly be serving you breakfast. For those of you who wish to adjust your watches, the local time in Los Angeles is now 7 a.m. Sleep well? Very well, sir. Thank you. Good morning, Captain. Good morning. L'équipage technique se réunit après une pause de 5 heures. L'avion se heurte à de forts vents. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're experiencing some light air turbulence. Please fasten your seatbelts and Le pilote automatique est programmé pour maintenir la vitesse de l'avion à 470 km à l'heure, mais les vents compliquent rapidement sa tâche. L'équipage s'inquiète de plus en plus. Engine 4 is giving us weak thrust. Un des moteurs lui cause des ennuis. Le mécanicien de bord actionne les manettes de poussée, mais le moteur ne réagit pas. we're losing speed. En classe économique, Sexan Canio constate un changement. You notice the light in that wing isn't flashing anymore. So what? J'étais convaincu qu'il y avait un clignotant de forme conique au bout de l'aile. Mais lorsque j'ai regardé à l'extérieur, je ne le voyais plus. Dans le poste de pilotage, la situation s'envenime. Engine 4 flamed out. Le quatrième moteur cesse de tourner.
Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. La défaillance du quatrième moteur ne surprend pas l'équipage. Lors de l'exposé avant-vol, le commandant Ho a appris que les mécaniciens avaient effectué quelques ajustements au quatrième moteur. Le moteur était peut-être défectueux. We had a snag advisor on engine 4 before we took off. Yes, sir. Maybe that's it. Sans le quatrième moteur, l'avion continue de ralentir. Airspeed 240. Call Oakland Center and request a lower altitude. Oakland Center. Dynasty 006, requesting new altitude. Dynasty 006, stand by. Reignite engine 4. Yes, Captain. À cette altitude, il y a très peu d'oxygène. Il est peu probable que le moteur se rallume. No response, Captain. Pendant que l'équipage tente de rallumer le moteur, l'avion vire lentement vers la droite. Dynasty 006, you're cleared to flight 240. We're banking right, Captain. Airspeed 230. L'avion continue de virer vers la droite et de ralentir. Les moteurs risquent de s'étouffer. Altitude hold off. Nose down. Le commandant Ho espère accélérer le mouvement de l'appareil en piquant du nez. Mais rien à faire, l'avion vire de plus en plus abruptement. Dynasty Flight 006, Oakland Center, how do you hear me? Airspeed 220. We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. Pour la première fois, le commandant Ho prend les commandes de l'appareil. Il n'arrive pas à redresser l'appareil, car le ciel est très nuageux. Il lui est impossible de voir l'horizon. I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Quelques minutes après la défaillance du quatrième moteur, l'appareil décroche et plonge vers le sol. Les passagers bondissaient de leur siège et heurtaient les parois de la cabine. Les plateaux de thé chaud et de nouilles frappaient les passagers de plein fouet. Les compartiments bagages se vidaient. Le bruit des rivets qui éclataient ressemblait à celui d'un projectile d'arme à feu. Pourtant, au milieu de l'océan, personne ne nous tirait dessus. Nous ignorions si nous allions nous en sortir. Le vol 6 de China Airlines poursuit sa course folle vers l'océan. Dynasty 006, Oakland Center, how do you hear me? Le comportement étrange de l'appareil étonne l'équipage. Engines 1, 2, and 3 have lost thrust. No response, Captain. Le mécanicien de bord tente de redémarrer le quatrième moteur malgré les mouvements brusques de l'appareil. La force G est si puissante que le mécanicien de bord est coincé contre le manche de l'appareil. Dynasty 006, Oakland Center, do you copy? You need to see this.
Le contrôleur aérien d'Oakland constate la descente subite de l'appareil. En quelques secondes, l'avion effectue un plongeon de près de 3000 mètres. Altitude 370, 360, 350. La force G est impitoyable envers les passagers. J'ai fermé les yeux. J'étais convaincu que j'allais mourir et que l'avion allait exploser en plein ciel. L'avion dépassera sous peu sa vitesse maximale. Approaching VMO. L'avion plonge à un rythme effréné, puis se redresse lentement. Les forces G changent de direction et les passagers sont cloués au sol par une pression 5 fois plus élevée que leur poids. Le visage d'un Chinois assis tout près de moi, à l'air digne et raffiné, était complètement déformé, comme celui d'une statue de cire en feu. Il n'avait plus du tout la même forme. Pendant que l'équipage tente de maîtriser l'appareil, celui-ci ralentit. Airspeed 180 knots and falling. Dynasty 006 Oakland Center, how do you read me? Airspeed 140 knots and falling. L'avion descend encore, mais plus lentement. L'équipage aura peut-être la chance d'en reprendre la maîtrise. Tandis que l'appareil poursuit sa chute, le mécanicien de bord s'empare de la manette de poussée. Airspeed 80 knots and falling. Mais les moteurs ne redémarrent pas. No response. The engines are flamed out. Après un plongeon de 3000 mètres en 30 secondes, l'avion entreprend une deuxième chute. Cette fois-ci, l'avion piquait du nez, littéralement. Il plongeait à vive allure. Une fois de plus, la puissance brutale de la force G attire les passagers vers le nez de l'appareil. Plus personne ne maîtrisait l'appareil. Il allait s'écraser. J'avais l'impression d'être sur un bateau qui tangue lorsque son moteur ne tourne plus. C'était effrayant. Dynasty 006. L'équipage n'arrive pas à maîtriser l'appareil. Il ne répond pas aux 6 appels consécutifs de la tour de contrôle. La violence de la chute arrache les portes du train d'atterrissage. En moins d'une minute, l'avion plonge de 6 km. Altitude 15,000 feet. Sans ligne d'horizon, le commandant Ho ne peut plus s'orienter. We pass VMO. Sans point de référence, il ne peut interrompre la spirale de l'avion. Emergency. Emergency. L'avion plonge de plusieurs kilomètres et surgit des nuages. Pendant qu'on plongeait, je pouvais très bien voir l'océan par le hublot, comme si je regardais à travers une loupe. Nous nous en approchions de plus en plus vite, et nous étions convaincus que nous allions mourir. Altitude 12,000 feet. Si le commandant Ho n'arrive pas à maîtriser l'appareil, celui-ci s'écrasera dans l'océan dans 30 secondes. I can see the horizon. Altitude 10,000 feet. Le commandant peut enfin se fier à la ligne d'horizon pour redresser l'appareil. Mais les passagers doivent subir les contre-coups de ces manœuvres d'urgence. Ils sont cloués à leur siège par la force G. La force G exerçait une énorme pression sur mon corps. Je pèse 90 kilos, mais j'avais l'impression d'en peser plus de 500. C'est une course contre la montre et il semble que l'avion remportera la victoire.
L'avion se redresse lentement et l'indicateur d'assiette fonctionne de nouveau. Puis, mystérieusement, 3 des 4 moteurs se remettent à tourner. Engines 1, 2, and 3 are coming back. Engine 4 still negative. Reignite engine 4. Yes, Captain. Le mécanicien de bord essaie de nouveau de rallumer le 4e moteur et cette fois-ci... Engine 4 reignited. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, l'équipage maîtrise l'appareil. L'équipage a sauvé l'avion. Il a réussi à arrêter sa chute périlleuse à 2900 mètres d'altitude. L'appareil a surgi des nuages à 3350 mètres et 450 mètres plus bas, l'équipage a maîtrisé et redressé l'appareil. Ces hommes sont de vrais héros. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Is anyone hurt? Do we have a doctor on board? L'homme derrière moi était couvert de sang, car il avait heurté le compartiment à bagages à plusieurs reprises. Il n'y avait plus un bruit dans la cabine. Pas un son. Personne ne parlait. Nous osions à peine chuchoter, car nous ne savions toujours pas si nous allions nous en sortir. Dynasty 006 fell off my screen, but she's back now. À Oakland, Brian Campbell prend la relève à la tour de contrôle. Il appelle le vol 6. Dynasty 006, Oakland Center, do you hear me? Can you fly the plane? 006, we are flamed out. We are... Emergency. We are 9,000. 9,000. Roger, roger. We have radar contact. Oakland Center, Dynasty 006, we can control the aircraft. Roger. La situation est de retour à la normale moins de 10 minutes après la défaillance des moteurs. Oakland Center, request Radar vectors to return to course. There really is nothing I can do. Je ne pouvais rien faire pour aider le pilote, sauf lui donner sa destination et l'altitude requise. J'avais l'impression qu'il maîtrisait bien son appareil. Dynasty 006, Oakland Center, are you declaring an emergency? Do you want to divert to San Francisco? Negative, Oakland Center. Condition normal now. We will continue to Los Angeles. Le contrôleur aérien permet au vol 6 de grimper jusqu'à 10 500 mètres d'altitude. Mais un autre problème se déclare. Roger, Oakland Center. Captain, our landing gear is down and wrong. Can you bring them up? Negative. The hydraulic fluid in System 1 is empty. Le train d'atterrissage est déployé. Le fluide hydraulique qui permet, entre autres, de maîtriser le train d'atterrissage s'échappe lentement du système. Oakland Center, Dynasty 006, request new clearance to maintain flight level 270. Dynasty 006, Oakland Center, do you have injuries? Stand by, Oakland Center. Sir, are you okay? My head. Un passager souffre de blessures graves et une vingtaine d'autres souffrent d'échymoses et d'égratignures. Dynasty 006, we have at least 2 injuries on board. Dynasty 006, Oakland Center, are you declaring an emergency? Do you want to divert to San Francisco? Stand by, Oakland Center. Oakland Center, Dynasty 006, we're declaring an emergency. We request a direct route to San Francisco. Tous les autres avions ont quitté les lieux et l'aéroport a immédiatement libéré la piste d'atterrissage. Il a pu atterrir à San Francisco dans les plus brefs délais. Dynasty 006, Oakland Center, you are now cleared. You are free to descend at pilot's discretion. Il y a plusieurs blessés à bord et l'appareil est endommagé. Les gouvernes de profondeur arrière qui contrôlent l'altitude de l'avion ne semblent pas fonctionner. Sans elles, le commandant Ho aura peine à atterrir en toute sécurité.
Le Boeing 747 est énorme et réagit très lentement aux commandes du pilote. Il y avait de fortes chances qu'il s'écrase dans l'océan. Dans ces moments-là, il faut faire preuve d'un sang-froid exemplaire. Le commandant Ho doit atterrir à l'aide des manettes de poussée. Il a interrompu le plongeon terrifiant. Malgré tout, le vol 6 risque encore de s'écraser en catastrophe. Le vol 6 de China Airlines a presque atteint sa destination lorsqu'il entreprend soudainement un plongeon vertigineux. Après un plongeon terrifiant, l'équipage parvient à redresser l'appareil. Mais celui-ci est lourdement endommagé. Les gouvernes de profondeur arrière ne fonctionnent plus. Le commandant Ho doit atterrir en ralentissant lentement les moteurs. Il entreprend une descente contrôlée vers la piste d'atterrissage. C'était un atterrissage parfait. Il a touché le sol comme si de rien n'était. Ladies and gentlemen, this is Captain Ho speaking. Wishing you a safe journey. I hope you enjoyed our uneventful flight. Thank you for flying China Airlines. C'était un héros. Il a sauvé notre vie. Nous ne pouvions pas lui en vouloir. Non, il était un héros et tout le monde se portait bien. Au sol, on peut enfin constater l'ampleur des dégâts. Une énorme pièce de machinerie lourde, plus grosse qu'un immeuble, gisait sur l'aire de trafic. Elle était déchiquetée. Le stabilisateur était gravement endommagé, comme si une tornade ou une grue en avait arraché des morceaux. J'étais étonné par l'ampleur des dégâts. On sait maintenant pourquoi l'équipage a éprouvé autant de difficultés à atterrir. La section arrière de l'appareil a été sévèrement endommagée pendant la chute de l'avion et lorsque les portes du train d'atterrissage sont tombées. Si l'appareil avait été encore plus endommagé, l'équipage n'aurait jamais pu le maîtriser. Une vingtaine de passagers souffrent de blessures mineures. Un seul doit être hospitalisé brièvement. La catastrophe a été évitée de justesse. Mais comment expliquer une telle situation? Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, arrivent sur les lieux le jour même. On envoie l'enregistreur de conversation de poste de pilotage à Washington, mais celui-ci s'efface automatiquement à chaque demi-heure. Il ne reste aucun enregistrement du plongeon de l'appareil. Sans ces enregistrements, nous devions recréer les déclarations de l'équipage et tout ce qui s'est passé dans le poste de pilotage à l'aide des autres données à notre disposition. L'enregistreur de données de vol a capté tous les mouvements des instruments de l'appareil. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur peine. L'enregistreur a subi des dommages durant la chute et des problèmes électroniques ont interrompu les enregistrements. Les enquêteurs devront reconstituer les événements pour récupérer l'information. L'enquête s'annonce pénible. Les enquêteurs se penchent donc sur l'information à leur disposition. Les passagers et l'équipage rapportent que l'avion a traversé une zone turbulente avant que le quatrième moteur ne cesse de tourner. La turbulence a-t-elle causé cette défaillance?
Les cartes météorologiques dévoilent un phénomène de turbulence au-dessus de l'océan Pacifique, mais rien de suffisant pour causer la défaillance d'un moteur. Les enquêteurs analysent les 4 moteurs. Malgré la brusque descente de l'appareil, ils sont tous en bon état. Mais les enquêteurs font une analyse plus poussée du 4e moteur puisque celui-ci avait déjà éprouvé quelques problèmes mécaniques. Un des moteurs fonctionnait anormalement. L'équipage croyait que le moteur s'était éteint et qu'il y avait un grave problème. Les enquêteurs mesurent l'usure du régulateur du robinet de débit. Celle-ci n'est que d'1 dixième de millimètre, ce qui suffit malgré tout pour réduire le débit d'essence vers le 4e moteur. Les enquêteurs concluent que la poussée du 4e moteur était plus faible que prévu à 12 000 mètres d'altitude. Le moteur a essentiellement cessé de fonctionner. Selon le livret technique d'Aéronef, le 4e moteur a subi des réparations à 2 reprises au cours de la semaine précédente. Les réparations avaient-elles été mal effectuées? Est-ce la cause de la catastrophe à bord du vol 6? Les enquêteurs du NTSB se penchent sur l'entretien du 4e moteur. We had a snag advisor on engine 4 before we took off. Yes, sir. Maybe that's it. Mais après plusieurs semaines, les enquêteurs concluent qu'il n'était pas nécessaire de remplacer le 4e moteur. Les réparations avaient été effectuées avec rigueur et le moteur fonctionnait parfaitement bien. Mais même si le moteur avait cessé de tourner, l'avion n'aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation. Engine 4 flamed out. Le Boeing 747 est conçu pour pouvoir fonctionner avec 3 moteurs. La perte d'un moteur sur un avion à 4 moteurs est un événement anodin. Il faut s'adapter à la situation. Il suffit de régulariser le fonctionnement de l'appareil et celui-ci volera avec 3 moteurs sans difficulté. We're banking right, Captain. Airspeed 230. L'avion volera tout de même, mais de façon moins efficace, puisque le moteur qui ne tourne plus exerce une certaine résistance. L'appareil nécessitera plus d'essence, c'est tout. Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. Yes, Captain. Les procédures à suivre en cas de bris de moteur sont claires, mais l'équipage du vol 6 ne les a pas suivies. Le pilote a plutôt tenté de rallumer le moteur immédiatement plutôt que de réduire son altitude. Reignite engine 4. Yes, Captain. Ils ont tenté de redémarrer le moteur à une altitude trop élevée. On doit effectuer ce genre de manœuvre à moins de 9200 mètres, alors qu'ils se trouvaient à plus de 12 000 mètres d'altitude. No response, Captain. Mais cette erreur n'aurait jamais dû causer le plongeon terrifiant de l'appareil. Comment un problème si simple a-t-il pu dégénérer en une telle catastrophe? I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. Pour obtenir plus d'informations, les enquêteurs ont interrogé l'équipage. Le commandant a dit que l'ADI ne fonctionnait plus. Puis, selon l'ADI de secours, l'avion déviait de sa trajectoire. L'équipage affirme que l'ADI, l'indicateur d'assiette qui assure le niveau de l'appareil, ne fonctionnait plus. Ils ont conclu que les ADI ne fonctionnaient plus, car les données qu'ils diffusaient leur semblaient erronées. Mais selon les analyses du NTSB, les ADI étaient en bon état. Le 4e moteur était déjà éteint lorsque nous avons viré vers la droite. Nous descendions de plus en plus vite. Puis les 3 autres moteurs ont cessé de tourner. Les enquêteurs sont perplexes lorsque l'équipage affirme que tous les moteurs ont cessé de tourner. Selon l'enregistreur de données de vol, tous les moteurs fonctionnaient, sauf le 4e. Si les moteurs avaient tous cessé de tourner, d'autres problèmes seraient survenus, comme la dépressurisation de la cabine. Rien de tel ne s'est produit. Lorsque nous avons réduit notre altitude, les 3 premiers moteurs se sont mis à tourner de nouveau.
Puis nous avons réussi à redémarrer le 4e moteur. Engine 4 reignited. L'équipage a repris la maîtrise de l'appareil en fin de plongeon. C'était une manœuvre remarquable. Mais les enquêteurs restent perplexes. Le récit de l'équipage ne correspond pas aux données. Après des mois d'enquête, ils réussissent à reconstituer les événements qui se sont déroulés au-dessus de l'océan Pacifique. La reconstitution inclut les informations de l'enregistreur de données de vol, des entrevues avec l'équipage et des transcriptions de la tour de contrôle. L'enquête mène à une seule conclusion. Le Boeing 747 était en parfait état, sauf pour l'usure du régulateur du robinet de débit. En effet, ce sont les décisions de l'équipage qui ont failli causer l'écrasement du vol 6. Les enquêteurs du NTSB analysent la catastrophe évitée de justesse lors du vol 6 de China Airlines. En 85, le Boeing 747 a fait une chute de 10 km en 2 minutes, mais l'avion était en parfait état. Les enquêteurs se penchent sur les gestes de l'équipage pour élucider les circonstances entourant les événements. Peu après 10 heures, heure normale du Pacifique, le 4e moteur faiblit. Engine 4 is giving us weak thrust. Le mécanicien de bord n'arrive pas à résoudre le problème. Les enquêteurs découvrent qu'il a oublié une étape cruciale du processus. Il n'a jamais fermé la vanne de régulation d'air de prélèvement. Cette vanne aide à refroidir l'appareil en utilisant l'air du moteur. Lorsque le moteur ne fonctionne pas, on doit fermer la vanne afin que le moteur puisse utiliser tout l'air nécessaire pour redémarrer. C'est étonnant qu'il ait oublié de fermer la vanne. Il ne s'attendait probablement pas à l'ordre du commandant de rallumer le moteur à plus de 12 000 mètres d'altitude. Puisque la vanne était ouverte, il était impossible de redémarrer le moteur. Sans le savoir, le mécanicien de bord a déclenché une bombe à retardement. Le 4e moteur faiblit lentement. We're losing speed. Puisqu'un seul moteur fonctionne du côté droit de l'appareil, ce dernier se met à virer. Pour l'empêcher de virer vers la droite, l'équipage aurait dû se servir de la gouverne de direction pour contrecarrer le déséquilibre des moteurs. Mais plutôt que de manier la gouverne de direction, le commandant Ho se fie au pilote automatique. Celui-ci est conçu pour ne pas déplacer la gouverne. Il peut ajuster les ailerons et les déporteurs sur les ailes, mais ceux-ci ne sont pas assez puissants pour compenser le déséquilibre de l'appareil. Sans la gouverne, l'avion a entrepris un virage de plus en plus abrupt. Il est possible qu'il ait oublié que le pilote automatique ne peut actionner la gouverne de direction. Il tenait peut-être pour acquis que le pilote automatique pouvait effectuer les mêmes manœuvres que le pilote, mais ce n'était pas le cas. Engine 4 flamed out. Les enquêteurs constatent que le commandant Ho n'a pas repris les commandes après le bris du 4e moteur. Il s'est plutôt fié au pilote automatique. Il n'a jamais actionné la gouverne avec son pied gauche. Airspeed 240. Il n'a jamais utilisé la gouverne pour compenser la perte du moteur extérieur droit de l'appareil. L'avion a ralenti. Cette petite erreur du pilote aurait pu causer un écrasement. S'il avait mis le pied gauche sur la gouverne, tout cela ne se serait jamais produit. Reignite engine 4. Yes, Captain. Plutôt que de prendre les commandes de l'appareil, le commandant Ho se concentre sur le bris du 4e moteur. Pourtant, ceci est la tâche du mécanicien de bord. No response, Captain. L'équipage doit toujours se concentrer sur les commandes de l'appareil. Mais à plusieurs reprises, on a constaté que l'équipage est souvent distrait par les systèmes.
Dans ce cas-ci, c'était un moteur. Mais parfois, il peut s'agir d'une simple ampoule ou n'importe quel autre bris. Si l'équipage en entier se concentre sur une seule chose et que personne ne prend les commandes de l'appareil, il lui est impossible d'intervenir en situation critique. C'est un moment critique. L'avion se renversera bientôt avant de piquer du nez. Les enquêteurs concluent que le pilote se concentrait sur l'anémomètre, mais n'a jamais jeté un coup d'œil sur l'instrument juste à côté, l'indicateur d'assiette ou l'ADI. Grâce à l'ADI, il aurait constaté que l'avion virait dangereusement vers la droite. L'équipage s'est penché sur un seul problème et a perdu sa vue d'ensemble. Ce faisant, il a négligé d'accomplir une importante partie de ses tâches, la surveillance de chacun des instruments de bord. Il est important d'être conscient de toutes les données disponibles. Il faut surveiller continuellement les instruments. L'avion pique du nez au travers d'un amoncellement important de nuages. Sans la ligne d'horizon, l'équipage doit se fier à ses instruments pour maîtriser l'appareil. Selon les enquêteurs, les membres de l'équipage étaient si désorientés qu'ils étaient convaincus que leurs instruments ne fonctionnaient plus. Ils ne croyaient plus en leurs instruments. Ils croyaient que l'ADI ne fonctionnait plus, mais c'était faux. L'avion faisait bel et bien des acrobaties. Lorsque l'avion plonge vers le sol, l'équipage commet une autre grave erreur de jugement. Selon l'ADI de secours, l'avion déviait de sa trajectoire. J'ai tenté de rallumer... Durant les entrevues, le mécanicien de bord affirme aux enquêteurs que les 3 autres moteurs ont cessé de tourner. On a piqué du nez, puis les 3 autres moteurs ont cessé de fonctionner. Mais selon l'enregistreur de données de vol, c'est faux. Les moteurs fonctionnaient. Le mécanicien de bord avait commis une grave erreur. L'enquête conclut que les 3 moteurs ont faibli considérablement, non pas à cause d'un bris, mais parce que les manettes de poussée avaient été abaissées dans le but de ralentir l'avion. Le mécanicien de bord ne l'a jamais remarqué. Si le mécanicien de bord n'avait pas vu le commandant abaisser les manettes, je pourrais comprendre son erreur. Il aurait pu effectivement penser que les moteurs tournaient au ralenti à cause d'un bris. Les enquêteurs passent des mois à reconstituer les événements à bord du vol 6 de China Airlines. Ils croient comprendre ce qui s'est produit. Il s'agit maintenant d'établir pourquoi. Les enquêteurs découvrent leur réponse en analysant les événements survenus quelques heures avant l'incident. Ils constatent un problème qui aura un impact sur les pilotes du monde entier. Une série d'erreurs de pilotage mènent à la chute du vol 6 de China Airlines en 1985. L'avion dégringole de 10 km vers l'océan Pacifique. L'équipage en reprend la maîtrise, mais l'appareil est lourdement endommagé. Étonnamment, personne n'a péri. Les enquêteurs découvrent une série d'erreurs de pilotage qui auraient pu causer la mort des passagers et de l'équipage à bord du vol 6. Mais comment un équipage formé et expérimenté a-t-il pu commettre autant de bévues? Les enquêteurs du NTSB analysent tout ce qui aurait pu affecter le comportement de l'équipage et s'aventurent dans un domaine encore peu connu. C'était la première fois qu'un rapport du NTSB mentionnait le rythme circadien, l'horloge biologique. On affirmait que le trouble du rythme veille-sommeil
et la perturbation du système circadien auraient pu empêcher le pilote expérimenté d'un Boeing 747 de constater ce qui aurait semblé évident à tout autre pilote, comme le fait que l'avion se renversait alors qu'il se concentrait sur un bris de moteur. Le commandant Ho a eu les 15 heures de repos réglementaires avant de prendre les commandes de l'appareil. Les enquêteurs se penchent donc sur son horaire la veille du vol. Je ne crois pas que j'étais épuisé. J'ai mal dormi, mais... L'accident s'est produit vers 2 heures, heure locale. C'est important de le noter. La plupart des gens dorment à cette heure-là. Il faisait nuit, et le rythme circadien de son corps agissait donc en conséquence. Le commandant ne dort jamais bien pendant le vol. Je travaille chez China Airlines depuis plusieurs années et je n'ai jamais vécu une telle situation. Il a raison. Il est difficile de dormir dans un avion. Encore plus pour la personne qui est responsable du bon fonctionnement de l'appareil. Tous les membres de l'équipage étaient très qualifiés, mais leur horaire les a rendus vulnérables aux effets de la fatigue. Au cours des 6 jours précédant le vol 6, le commandant Ho avait effectué 6 vols et traversé 18 fuseaux horaires. Selon les études du NTSB, le décalage horaire aurait pu contribuer à l'incident. Tous ces facteurs ont contribué ce jour-là à sa contre-performance. Les enquêteurs examinent aussi les instruments qui doivent faciliter la tâche de l'équipage. Take a look at engine out procedures. Work out a 3-engine cruise altitude. Yes, Captain. L'équipage dans le poste de pilotage est là pour réagir en cas de situation d'urgence. On tient pour acquis qu'il peut résoudre un problème rapidement, même s'il s'agit d'une situation que personne n'aurait pu prévoir. L'être humain peut raisonner de façon créative, contrairement à la technologie. L'automatisation ne peut trouver une solution à un nouveau problème. Les enquêteurs du NTSB concluent que la fatigue et l'ennui causés par la monotonie des tâches We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. ont encouragé le commandant à se fier trop longtemps au pilote automatique. Il a hésité à prendre les commandes de l'appareil car il se fiait au système. C'était une grave erreur de pilotage. L'équipage n'a pas agi comme il le devait. Suite à cet incident sur le vol 6 et à d'autres situations semblables partout dans le monde, les constructeurs d'avions ont reconçu leur système automatisé. Après cet incident, Boeing a réitéré sa volonté de donner le contrôle de l'appareil aux pilotes. Ceux-ci doivent être capables de manipuler les instruments comme bon leur semble, quitte à endommager l'appareil. C'est préférable à ce que le système automatisé contredise le pilote et que celui-ci remette en question son jugement et son autorité. Peu importe les erreurs de l'équipage, il a tout de même accompli son ultime devoir. Les membres de l'équipage ont repris la maîtrise de l'appareil. Ils ignoraient l'ampleur des dégâts et ont effectué des manœuvres d'une délicatesse et d'une rigueur inouïe pour éviter d'autres ennuis avant l'atterrissage. Ils ont réussi l'exploit le plus important. Ils ont sauvé l'avion. C'est tout ce qui compte. En principe, c'est le devoir le plus important du pilote. Il faut sauver l'avion et les passagers à bord. C'est ce que l'équipage du vol 6 a fait.
Jamais je n'oublierai ce moment. J'ai survécu. La chance m'a souri. Il faut croire que je ne devais pas mourir ce jour-là. Le pilote nous a tous sauvés. Il a commis une grave erreur, mais il s'en est sorti. Il y avait un autre héros ce jour-là, le Boeing 747. Il a subi des manœuvres et des contre-coups extraordinaires. Malgré tout, il a survécu. Grâce à sa robustesse, ses passagers ont atterri sains et saufs. Lors d'un long week-end de congé, l'est de Los Angeles est secoué par une explosion dévastatrice. Tout un quartier est détruit. J'ai d'abord vu ma maison en flammes, puis toutes celles du voisinage. Le feu réduit en cendres plusieurs maisons. Les enquêteurs doivent savoir pourquoi l'avion s'est écrasé, afin de prévenir tout accident semblable dans le futur. L'aéroport international de Los Angeles, ou LAX, est l'un des plus achalandés au monde. Plus de 40 millions de passagers y transitent annuellement. 1500 avions y décollent et y atterrissent chaque jour. Le 31 août 1986, les Américains profitent du long congé de la fête du travail. Aujourd'hui, le contrôleur aérien en formation Walter White s'occupe d'une partie de la circulation aérienne. Walter obtiendra son accréditation finale et le titre de contrôleur après avoir complété le nombre d'heures requises. Hey Carl, how's it going? Hey, slow, slow, slow. C'était un long week-end et le temps était magnifique à Los Angeles. Aucun nuage, le ciel était très clair. You want to take a break? Have a cigarette? I can sit in for you. Walter voulait accumuler des heures dans ce secteur. Il n'avait pas travaillé depuis un certain temps. ACL 60, can you see the runway 25 left? Roger, LA approach. Thank you. Reduce speed to 200, then descend and maintain 6,000. 200, descend and maintain 6,000. Thank you. Have a nice day. À des centaines de kilomètres au sud, des passagers montent à bord d'un DC-9 de la compagnie Aeromexico. Le docteur Donald Wong et ses fils reviennent d'un voyage de pêche couronné de succès. Jason, I think we should put it up in the kitchen. Ils ont pêché un énorme espadon. Your mom would love it. Ils comptent bien l'exposer dans la maison. Le week-end de la fête du travail est le dernier avant le retour en classe. Et Donald s'est dit que les garçons aimeraient aller pêcher en haute mer au Mexique. Lui-même n'y était allé qu'une seule fois. Le but consistait à solidifier les liens père-fils. C'était la première fois qu'il voyageait sans moi. À l'est de Los Angeles, la petite ville de Cerritos se réveille lentement.
Dans les années 70, cette communauté est l'une des plus florissantes du comté de Los Angeles. Mon mari avait travaillé à l'extérieur de la ville toute la semaine et il était revenu pour le week-end. Ce dimanche matin-là, j'ai décidé que nous resterions à la maison au lieu d'aller à la messe. I'm gonna go out and get your favorite things for a good breakfast. Javier, go and take a shower. Je suis partie au supermarché. Alex et sa sœur jumelle Angelica, 14 ans, dormaient encore paisiblement. Et Javier, mon adolescent de 16 ans, tenait compagnie à mon mari. Tandis que Teresa quitte la maison, le vol 498 d'Aéromexico n'est qu'à 20 minutes de LA. Le commandant de bord Antonio Valdez Prom agit comme copilote alors que l'avion s'approche de la ville. Le copilote José Valencia s'occupe de la dernière portion du vol. Ready when you are, Cap. À environ 22 km au sud de LAX se trouve le petit aéroport de Torrance. Il accueille des avions privés et des pilotes amateurs. C'est l'un des nombreux petits aéroports qui sont situés autour de Los Angeles. Une région au-dessus de laquelle volent plus de 6000 appareils chaque week-end. À la fin d'un été très occupé, William Kramer, sa fille Caroline et son épouse Kathleen partent enfin en vacances. Piper 4891. All clear for takeoff. Good morning, Piper 4891. This is Torrance Tower. You're clear for takeoff from runway 5 left. Ils se dirigent vers Big Bear Lake, à environ 200 km au nord-est. Homme consciencieux, William Kramer est cadre supérieur dans une entreprise d'ingénierie. 6 ans auparavant, à l'âge de 47 ans, William a acheté son premier avion, un Piper Cherokee agile et élégant. Au sud-est de LAX, l'équipage du vol 498 d'Aéromexico est à quelques minutes de son premier contact avec le contrôleur aérien Walter White, alors que dans le ciel de Los Angeles se prépare une suite de catastrophes. Des dizaines d'inconnus seront bientôt liés à jamais dans une tragédie qui touchera tous ceux qui voyagent par avion. Okay. Just an hour to go, we're in Big Bear Lake. L'aéroport de Torrance disparaît derrière l'avion de William Kramer alors que son appareil grimpe à 3000 mètres en direction de Big Bear Lake au nord-est. À plusieurs kilomètres de là, un DC-9 du Mexique à moitié plein s'approche de l'aéroport international de Los Angeles. PSA 1765, 12 plus, 1 mile southbound, altitude unknown. La matinée est calme. Le contrôleur Walter White guide les appareils un à un. À 11h47, il reçoit un premier appel du vol 498 d'Aéromexico. Los Angeles approach. Good morning. This is Aeromexico 498. Aeromexico 498, Los Angeles approach. 25 left, final approach course. Do you have information uniform? L'avion à réaction est officiellement dans la zone appelée Région de contrôle terminal ou TCA. Quelquefois surnommée cage d'oiseaux, la TCA est un espace aérien tridimensionnel assez complexe qui entoure l'aéroport. C'est un espace aérien réglementé qui est habituellement très achalandé autour des aéroports. La circulation extrêmement dense exige un contrôle vigilant des entrées et des sorties. Pendant que l'avion d'Aéromexico descend, celui de William Kramer et sa famille continuent de gagner de l'altitude. I hope it's like this when we get to Big Bear.
We should be able to see the ocean by now. Han, take a look at the map and look around the 4-5 and see if you can see any kind of landmarks that we can use. Oh, what am I looking for? Walter White surveille de près l'appareil d'Aéromexico lorsque son attention est soudainement attirée par un autre avion qui vient d'apparaître sur le radar à son grand étonnement. One approach, 6-6 Romeo is on a flight from Fullerton. Cruising altitude is 4,500. We'd like the following. Le pilote d'un petit Grumman Tiger demande des directives pour voler dans la TCA. Les pilotes doivent normalement contacter LAX avant d'y pénétrer. Cet avion pourrait être dans la trajectoire des gros transporteurs en attente de se poser. S'apprêtant à répondre, Walter White est contacté par le pilote du DC-9 d'Aéromexico. What speed do you want? We're reducing to 290. No, to 190. Okay, you can hold what you have, sir. Walter décide de lui assigner la piste la plus près de leur porte d'approche. Change in plan, sir. Stand by. Roger, 498. Le DC-9 en attente, Walter s'adresse à l'intrus. Grumman 6-6 Romeo, squawk 4524. Remain clear of the TCA. Walter dit au pilote du Grumman d'utiliser une onde radio unique, mais il semble désorienté. 4, 5. What were the other two numbers? 4524. Grumman 6-6 Romeo, are you at 4,500 now? Negative. We're at 3,400 climbing. Okay, you are right in the middle of the TCA, sir. Grumman 6-6 Romeo, I suggest in future you look at your TCA chart. You just had an aircraft pass right off your left above you at 5,000. And we run a lot of jets right through there at 3,500. Well, what do you suggest I do now? Tandis que le vol 498 d'Aéromexico continue à s'approcher de l'aéroport, il est frappé de plein fouet. Bugs, altimeter bugs. What was that? Aeromexico 498, Los Angeles approach. Le copilote Valencia tente désespérément de ralentir la chute libre. Aeromexico 498, Los Angeles approach. This can't be. Un DC-9 lourdement endommagé tombe du ciel de Los Angeles. Le commandant et son copilote ignorent ce qui s'est passé. Le contrôleur aérien Walter White n'a plus de réponse de l'équipage d'Aéromexico. Aeromexico 498, Los Angeles approach. Et l'avion disparaît de son écran radar. Je discutais avec deux contrôleurs des départs lorsque Walter a dit I think I lost one. Aeromexico 498, Los Angeles approach. où était passé l'avion d'Aéromexico. On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. Walter contacte un autre pilote. American 333 Heavy. I want you to take a look around at 11 o'clock. I just lost contact with a DC-9. Let me know if you see anything down there, please. 11 o'clock, 5 miles. What altitude? He was last assigned 6. He's no longer on my radar scope, American 333 Heavy. Okay, I see a very large smoke screen off on the left side of the aircraft, about 11 o'clock. De retour à la maison, j'ai vu le corps d'une femme dans la rue. Sa tête était plus loin. Des débris jonchaient le sol partout autour de moi et une bonne partie du quartier brûlait.
Non loin de là, une équipe de pompiers participe à un exercice de formation mené par le chef du service des incendies, Larry Hambleton. Un de mes collègues m'a dit qu'il y avait une grosse colonne de fumée à notre gauche. Alors j'ai pris la radio et j'ai tenté de deviner où c'était. Ils m'ont informé qu'il y avait eu un écrasement d'avion. Alors j'ai demandé du renfort. 3 fois plus de renfort. I'm calling for a third alarm and 2 air squads east of 183 in Termini. En approchant des lieux, j'ai vu que les rues étaient non seulement encombrées par des pièces d'avion, mais aussi par des corps mutilés. Ça changeait la donne. À la tour de contrôle de l'aéroport, un Walter White bouleversé est remplacé par un collègue. Il s'est levé et il est sorti. Je me disais que quelqu'un devrait rester avec lui. Ça aurait pu m'arriver. Et j'aurais pu réagir exactement comme lui. Les hélicoptères des services d'information arrivent rapidement sur les lieux. Tout brûlait et ma maison était détruite. Frank! Angelica! Puis j'ai croisé ma voisine. Je lui ai demandé où était ma famille et ce qui s'était passé. Elle m'a répondu « Ils sont ici, viens avec moi, on te cherchait partout. » J'ai remercié Dieu de les avoir sauvés. Elle m'a emmenée chez elle. Alex était là. Alex! What happened? Where's Angelica? Where's Angelica? Where's Javier? Where's Papa? No, Mom, I'm sorry. Il s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il était le seul survivant de la famille. Je l'ai serré très fort. Des morceaux du fuselage sont éparpillés dans les maisons du voisinage, causant plusieurs incendies. La queue de l'appareil est retrouvée à plus d'un pâté de maisons du lieu de l'écrasement. Hello? Is there anybody in here? Je marchais parmi les débris de maisons autour du lieu de l'écrasement. J'ai erré seul pendant 4 ou 5 minutes et tout me semblait irréel. Il n'y avait aucun survivant. I have got wreckage all over the place. There are no survivors, just fatalities. J'avais déjà été confronté à 2 ou 3 victimes lors d'incendies résidentiels, mais jamais à tous les passagers d'un avion.
Go to work, guys. Je n'ai pas vu un seul corps entier. J'ai donné l'ordre de couvrir toutes les parties des corps avec les couvertures de secours jaunes. Peu importe la taille, qu'il s'agisse d'une main, d'un torse, d'une jambe, c'était notre seul lien avec la vie. Et on devait traiter ces gens avec respect. Mes souvenirs des événements sont en brun pâle. Pas blanc, pas noir, ni une couleur vive. Le gazon n'est pas vert, les maisons sont incolores. Dans ma tête, tout est brun pâle. On m'a déjà dit que c'est un réflexe de mon cerveau pour atténuer l'horreur du drame et lui attribuer une couleur neutre et pâle pour que je puisse vivre avec elle et y faire face. Oh gosh, this neighborhood has just been devastated. 16 maisons sont endommagées, la plupart complètement détruites. À l'aéroport international de Los Angeles, Mary Wong attend son mari et ses 2 jeunes fils. Je me disais que les douaniers étaient peut-être débordés, mais vers 12h20 ou 12h30, j'ai aperçu un homme portant un sac à dos orné d'une croix verte. Il nous a invités à le suivre dans un salon à l'étage. Dans l'ascenseur, je lui ai demandé si tout le monde était mort. Je le savais déjà. À Cerritos, les secouristes font une autre découverte macabre. Dans la cour d'une école, ils trouvent l'épave d'un Piper Cherokee. Mis à part la partie supérieure littéralement tranchée, l'appareil est presque intact. Les 3 occupants sont toujours attachés à leur siège. William Kramer et sa famille sont décédés. Tous les passagers et les membres de l'équipage du vol 498 d'Aéromexico sont également morts. Au sol, 15 autres personnes ont perdu la vie. La situation est horrible. 2 avions se sont écrasés dans un quartier de Californie. Quelque chose d'effroyable s'est passé au-dessus de l'un des aéroports les plus achalandés au monde. Les enquêteurs doivent maintenant trouver les causes exactes du désastre. Le 31 août 1986, à Cerritos, le week-end de la fête du travail est perturbé par une explosion épouvantable. Deux avions s'écrasent dans le comté de Los Angeles et plusieurs maisons sont détruites. La scène est atroce. Des corps gisent dans le quartier en ruine. 82 personnes sont mortes. 15 au sol et les 67 passagers des 2 appareils. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports arrivent durant la soirée. Parmi eux, des spécialistes en facteurs humains, en système de navigation et en contrôle aérien. Dès le départ,
Les enquêteurs se concentrent sur le fait que 2 avions se sont écrasés. Ce qu'ils en déduisent est troublant. Une collision a eu lieu dans le ciel. Avec cette théorie en tête, John White et son équipe doivent examiner les épaves. Il fallait noter où se trouvaient les plus grosses pièces du DC-9, afin d'établir, dans la mesure du possible, dans quel angle s'était effectué l'impact. Des marques d'hélice et la peinture du Piper Cherokee sur la queue du DC-9 indiquent la cause de l'écrasement. Le Piper a vraisemblablement heurté la queue du DC-9. Afin d'éclaircir le mystère et d'établir la situation exacte et l'altitude du vol 498 d'Aéromexico, les enquêteurs analysent le contenu de l'enregistreur de données de vol du DC-9. Le DC-9 était dans la région de contrôle terminal de l'aéroport de Los Angeles, exactement là où il devait être. Le Piper Cherokee s'y trouvait également. En raison des nombreux avions à réaction qui atterrissent et décollent de LAX, les petits avions privés doivent d'abord obtenir la permission de pénétrer dans cette zone. Piper 4891, all clear for takeoff, Torrance. William Kramer n'avait pas l'habitude de voler à Los Angeles, mais l'enquête révèle qu'il connaissait bien les règles sur la TCA. Il savait donc qu'il était dans une zone restreinte. Une carte de la TCA trouvée dans le poste de pilotage de William Kramer confirme cette information. Les enquêteurs découvrent un autre fait troublant. Le plan de vol de William Kramer consistait à partir de Torrance, à se rendre à Long Beach, puis en Ontario et finalement à Big Bear Lake. Son altitude de croisière devait être de 3000 mètres. La TCA ne figure pas dans ce plan de vol. Le Cherokee volait bel et bien dans la TCA sans autorisation et a heurté le DC-9 dans cet espace aérien restreint. Comment se fait-il que William Kramer se soit précipité vers un tel danger sans signaler sa présence? À Cerritos, on pense avoir trouvé la réponse. Are you all right, Bill? Yeah, I'm fine. Les maladies cardiovasculaires étaient fréquentes dans sa famille et l'autopsie démontre une occlusion majeure. Des échantillons de ses tissus cardiaques sont envoyés à l'Institut pathologique des Forces armées. Sa négligence de contacter la tour de Los Angeles pourrait s'expliquer par un malaise. S'il a ressenti un malaise cardiaque, il est possible qu'en s'adossant au siège, il ait fait monter l'avion et qu'il n'ait pu éviter le DC-9. Peu importe les raisons de sa présence dans la TCA, le contrôleur Walter White aurait dû apercevoir l'avion sur l'écran radar. Avant d'être interrogé par les enquêteurs, Walter White écoute à nouveau les enregistrements pour se rappeler ses paroles et ce qu'il a vu exactement ce matin-là. Richard Wentworth fait partie de l'équipe des enquêteurs. At any time, did you see the Piper Cherokee on your scope? No. No, sir. The Piper's target was not displayed. It is my belief that it was not on my radar scope. Selon lui, le Piper n'est jamais apparu sur l'écran radar. Les enquêteurs du NTSB ne font pas confiance à la mémoire de White. Pendant que les données du radar sont analysées, les résultats des tests cardiaques de William Kramer sont dévoilés. Over the 405. Are you all right, Bill?
L'étude approfondie du corps de Kramer révèle qu'il souffrait bien d'une maladie cardiovasculaire, mais qu'il n'a pas subi de crise cardiaque avant la collision. Les enquêteurs doivent donc trouver une autre explication pour justifier la présence du Piper Cherokee dans la TCA de l'aéroport de Los Angeles. Malgré son plan de vol, l'avion de Kramer n'était pas muni d'instruments très sophistiqués. À l'instar d'autres pilotes d'avions privés, il se fiait probablement à des repères terrestres pour se guider comme les autoroutes. Cela sous-entend qu'il devait regarder à la fois au sol et dans le ciel. That's definitely the 405. Where is it again? Peu habitué à voler en Californie, il a peut-être confondu les autoroutes et pénétré dans la TCA sans même le savoir. Il n'y a pas de ligne au sol qui indique la TCA. Les pilotes doivent étudier leurs cartes. Les enquêteurs pensent avoir trouvé la raison expliquant la présence de Kramer dans la TCA. Par contre, lorsque Richard Wentworth peut enfin jeter un coup d'œil aux données du radar, il est convaincu que Walter White aurait dû voir le Piper. Nous avons établi que l'avion qui a heurté le DC-9 d'Aéromexico était visible à l'écran. Si White voyait l'avion de Kramer sur son écran radar, pourquoi n'a-t-il pas réagi? Le matin de l'accident, Carl Groundman est responsable des arrivées des avions. Hey Carl, how's it going? Hey, slow. Groundman prétend que des problèmes de radar expliquent le fait que White n'a pas aperçu l'avion de Kramer. Les contrôleurs se plaignaient des radars depuis un certain temps. À plusieurs reprises, les radars avaient échoué à déceler les cibles radars. Lorsque les signaux radars captent une cible, ils reviennent au récepteur. Si un édifice ou une montagne bloque le signal, il disparaît de l'écran. Le signal ne disparaît qu'un court instant. Nous perdions des données parce que le radar était vieux et pas aussi précis qu'il aurait dû l'être. Nous étions loin de la fine pointe de la technologie. Nous avons inspecté tous les équipements de Los Angeles et rien n'a indiqué quelque mauvais fonctionnement que ce soit. Une autre explication est possible. Si le Cherokee est apparu sur le radar, White l'a peut-être manqué à cause du Grumman Tiger sur lequel se penchent ensuite les enquêteurs. Les pilotes d'avions privés doivent contacter la tour de contrôle pour entrer dans la TCA. Mais le Tiger y était depuis un certain temps lorsque le pilote a contacté Walter White. One approach, 66 Romeo is on a flight from Fullerton. Cruising altitude is 4,500. We'd like following. Grumman 66 Romeo, are you at 4,500 now? Negative, we're at 3,400 and climbing. Okay, you are right in the middle of the TCA, sir. Walter s'est occupé de ce qu'on appelle un transgresseur. Il se trouvait à l'est de l'aéroport. Grumman 66 Romeo, I suggest in future you look at your TCA chart. You just had an aircraft. Le gros problème, c'est que cette conversation a duré trop longtemps. Why were you so mesmerized by the Grumman? I thought he posed a risk. Pendant ce temps, au sud-ouest, il y avait une situation critique. Deux avions s'apprêtaient à se croiser, le DC-9 et le Piper Cherokee. Même si le signal du Cherokee avait été visible sur l'écran radar, et s'il l'avait vu, les enquêteurs établissent que White n'aurait pas pu obtenir toute l'information nécessaire à temps.
Les signaux radars indiquent aux contrôleurs aériens la présence d'un avion et les transpondeurs à bord peuvent prodiguer d'autres informations comme l'altitude et la vitesse. À l'intérieur du Cherokee, les enquêteurs découvrent que le transpondeur est désuet et n'indique que la direction de l'avion. Rien sur l'altitude. Les contrôleurs voyaient continuellement plusieurs petits triangles sur les écrans radars qui représentent des petits avions dont ils ignorent l'altitude. À moins que les pilotes ne les informent, les contrôleurs s'attendent à ce qu'ils n'entrent pas dans cet espace aérien. Les enquêteurs croient que l'attention distraite de White, possiblement aggravée par un vieux radar, explique pourquoi il n'a jamais prévenu le DC-9 de la proximité du Cherokee de Kramer. Une autre énigme reste toutefois sans réponse. Les analyses des images radars par les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports révèlent un fait déconcertant. L'équipage du DC-9 et le pilote du Cherokee n'ont effectué aucune manœuvre d'évitement avant la collision, comme s'ils ignoraient totalement la présence de l'autre. Pourquoi donc? La visibilité était de plus de 20 km. Comment deux appareils peuvent-ils se heurter dans un ciel aussi clair? Une collision terrifiante survenue au-dessus d'une banlieue de Los Angeles fait 82 victimes. Le jour du désastre, le ciel était clair, suscitant une question mystérieuse. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas tenté d'éviter la collision? Le radar présente des images troublantes. Il indique que pendant plus d'une minute, l'équipage du DC-9 pouvait voir le Cherokee de Kramer. De plus, si les Kramer avaient regardé à leur droite, ils auraient également vu l'avion d'Aéromexico. Pourtant, aucun des deux n'a modifié sa trajectoire. Aucun n'a effectué de manœuvre d'évitement. Les enquêteurs croient que si William Kramer était perdu et qu'il utilisait les autoroutes pour se guider, il n'a probablement jamais vu le DC-9 foncer sur lui. Il regardait possiblement par la fenêtre du pilote alors que le DC-9 arrivait dans la direction opposée. Quant à l'équipage du DC-9, la taille du petit Cherokee peut expliquer le fait que personne ne l'ait aperçu avant qu'il ne soit trop tard. Dans certains cas, lorsqu'un petit avion s'approche rapidement, il devient malheureusement visible trop tard pour éviter la collision. La conception du pare-brise du DC-9 a peut-être contribué à la tragédie. Durant cette partie de l'approche, l'avion était peut-être caché par le montant qui séparait les vitres du pare-brise. À moins que le pilote ne se tourne complètement la tête pour regarder derrière cette cloison, c'est possible qu'il n'ait jamais eu la chance d'apercevoir le petit avion. La tragédie de Cerritos révèle plusieurs faiblesses malheureuses du système du contrôle aérien. La principale étant que les pilotes ne pouvaient alors s'y fier pour éviter les collisions. Par conséquent, une nouvelle technologie s'imposait afin d'empêcher tout autre drame semblable. La FAA, qui réglemente le transport aérien aux États-Unis, améliore immédiatement la sécurité autour des aéroports principaux. Les petits appareils devront dorénavant être munis des transpondeurs qui permettent aux contrôleurs aériens d'identifier les intrus très rapidement. If you had an aircraft
Si tous les avions qui volent dans un espace aérien contrôlé étaient équipés d'un transpondeur pouvant indiquer ou rapporter leur altitude, les contrôleurs pourraient identifier les transgresseurs plus précisément et plus facilement. Un nouveau système appelé transpondeur mode C est également conçu pour prévenir les contrôleurs aériens. Le transpondeur mode C est un programme automatisé qui est maintenant intégré à nos principales installations radar. Si un avion pénètre dans la TCA par erreur, le contrôleur reçoit une alerte visuelle et sonore. Ainsi, il a amplement le temps d'aviser le pilote. Même pour le pilote le plus prudent, la vieille technique de voir et éviter a ses limites. Des limites dorénavant écartées grâce à une innovation technologique cruciale. À la suite de la tragédie aérienne de Cerritos, une grande innovation technologique a vu le jour. Un mandat du Congrès a exigé que tous les avions volant aux États-Unis soient équipés d'un TCAS, un système de surveillance du trafic et d'évitement des collisions. John Andrews a travaillé à la conception du TCAS. Le TCAS, un système anti-collision qui était en développement à l'époque, aurait pu prévenir cet accident car il avertit le pilote 45 secondes avant une collision potentielle. Hey Maria, everything okay back there? De plus, environ 25 secondes avant la collision possible, le pilote reçoit un avis de résolution qui lui indique qu'il doit monter ou descendre pour éviter un accident. Aujourd'hui, partout dans le monde, les lignes aériennes commerciales utilisent le TCAS. Le pilote du Grumman Tiger, surnommé le troisième pilote, dont les actions ont peut-être joué un rôle dans cette tragédie, a été accusé de voler en espace aérien contrôlé de manière imprudente et téméraire. Walter White ne s'est jamais remis du désastre à Cerritos. Walter est revenu au travail environ un mois après l'accident. Je ne peux pas vous dire combien de temps il est resté, mais ça a été très court. Un jour, il s'est levé et a dit non merci. Il n'a plus jamais parlé à un pilote par la suite. Un an après la tragédie, tous les vieux radars sont remplacés à LAX. À Cerritos, un jardin commémoratif rappelle le drame. Mary Wong s'est remariée depuis, mais la douleur ressentie ce matin-là ne l'a jamais quittée. Il n'y avait plus personne dans la maison. Mon fils Derek vivait déjà en appartement à San Diego et je me retrouvais seule. Je n'étais plus une mère, sauf pour Derek, et je n'étais plus une épouse. Tout mon monde s'est écroulé. Quelques jours après le drame, Mary Wong trouve une personne qui comprend entièrement sa peine. Au service commémoratif, c'était très important pour moi de rencontrer quelqu'un qui vivait la même chose que moi. Je savais qu'une dame appelée Teresa avait aussi perdu son époux et 2 enfants. En la voyant, j'ai su que c'était elle. Elle m'a demandé si je m'appelais Teresa Estrada. Je lui ai dit oui. Elle s'est présentée à moi et a ajouté... Je lui ai dit que j'avais aussi perdu mon mari et mes enfants. Je l'ai serrée dans mes bras parce que je savais qu'elle ressentait exactement la même chose que moi. Un lien très fort s'est immédiatement créé entre nous et notre amitié dure depuis 20 ans.
tous ceux qui se déplacent par voie aérienne aujourd'hui profitent des effets de la collision de Cerritos. Le désastre a suscité des améliorations historiques dans la sécurité de l'aviation. Depuis l'adoption du système TCAS, aucune autre collision aérienne ne s'est produite en Amérique du Nord.